OK, donc bienvenue au podcast que vous regardiez sur YouTube, Patreon ou que vous écoutiez sur Spotify ou encore Balado Québec depuis peu. Le podcast, c'est un moment de rencontre avec des invités qui ont mis l'humain au cœur de leur démarche personnelle et professionnelle. Et puis à travers ces rencontres, on explore les histoires de vie. Les histoires de vie pour essayer de comprendre comment et pourquoi on en arrive à faire ce qu'on fait dans la vie. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Maël Pelletier, étudiant en psychosociologie et slammer poète de la relève, également demi-finaliste sur la scène slam de l'Est, ainsi que David Goudreau, romancier, poète et travailleur social. Alors bonjour à vous deux. Salut. Salut Pat, salut Maël. Comment ça va? Plutôt bien. Je dirais que je suis enchanté de vous retrouver pour discuter humain et littérature. J'imagine que ce sera nos grands thèmes. Donc voilà. Puis de retrouver la belle salle de Saint-Fabien avec une belle relève dedans en plus, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai vu C'est fou, que Maël a réservé une salle de spectacle pour le podcast. Je me suis dit, OK, c'est gros le podcast. quand il est arrivé à l'écran, parce qu'il est arrivé plus tôt, là, j'étais comme wow, attends, là, on est rendu ailleurs, on est rendu gros. Hein? Alors, Alexandre Saint-Pierre, le directeur, était assez fin de me prêter à la place pour que je jase avec vous autres pour vous rencontrer aussi. Je suis vraiment content. On le remercie, c'est vraiment généreux de sa part. Puis on peut dire d'entrée là, que t'es là parce que t'as quelque chose ce soir. Ben oui, c'est ça. Il y a la première soirée de Slam Ton Pirate qui est en fait avec Slam Ton Festival, le premier festival de slam au Québec qui se déroule à Saint-Fabien dans le courant de l'été. Fait que c'est ça. Et c'est Slam Ton Pirate? Ouais. Il faut se craver un œil puis s'arracher une jambe pour avoir le droit de participer? Tu sais, l'idéal, oui, mais non, mais il y a une sorte de café en dessous, dans le sous-sol, en fait, qui est le pirate. Mais il y a l'histoire accompagnée de tout ça, mais comme je la connais pas, je pourrais pas vous éclairer plus que ça. Bon. On fera un autre épisode. C'est ça, l'histoire de la salle. Vraiment content de vous voir. Puis David, écoute, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Je pense que la dernière fois qu'on s'est croisés, ça devait être à la nuit de la poésie. Je pense que c'était la dernière fois. La grande nuit de la poésie de Saint-Venant. Exactement. Qui a été déporté cette année. Ça devait avoir lieu le 22 août 2020 et finalement, avec les circonstances que l'on connaît, les événements d'envergure internationaux comme d'envergure internationale, les festivals à ampleur mondiale, comme le nôtre, ont dû évidemment être annulés ou reportés. Mais je peux déjà dire qu'on est sûr de le faire en août 2021. Donc, c'est vraiment juste déplacé. On garde nos subs et tout ça, puis on va avoir la plupart des poètes qui sont là. Et évidemment, pour le volet slam, je me ferai un devoir d'inviter Maël Pelletier à s'ajouter à la programmation. Moi, quelqu'un qui se donne la peine de réserver une salle comme ça mérite d'être mis en lumière. Alors, en primeur... Pas d'apporter l'éclairage. Ouais, c'est ça. C'était le même setup à Saint-Venant, là. C'était embauché pour les 15 prochaines années. Voilà. Non, mais on va avoir un méchant setup, par contre, parce que c'est la 3e édition. Nous, c'est une biennale. Ouais. Donc, ça a été déplacé, mais déjà d'année en année, on est passé de près de 1000 participants à 1200, puis 60 quelques artistes. Donc, ça a vraiment pris une ampleur. Puis, parfois, c'est des espèces de belles surprises. C'est comme ce que vous vivez à Saint-Fabien en ce moment, le premier festival de slam et tout. J'espère que ça va bien se passer pour vous parce que parfois, il y a une espèce de vent qui souffle dans les voiles. Non pas par surprise, parce qu'il y a plein d'efforts derrière, mais toutes les démarches artistiques, que ce soit d'un point de vue individuel ou événementiel, il y a toujours un facteur de hasard que tu peux pas contrôler. Et quand ça se met à bien aller, parfois ça déboule rapidement. Puis nous, on s'est retrouvés finalement avec un beau problème avec la Grande Nuit de la Poésie à Saint-Venant, c'est d'avoir une forte demande, beaucoup de poètes qui veulent participer, beaucoup de public. Donc, c'est un beau problème que je vous souhaite à Saint-Fabien aussi. Aussi, Gervais Bergeron qui a organisé, là, mais c'était compliqué, puis c'était ardu, mais
on est vraiment content d'avoir du vivant à Saint-Fabien cet été. Ouais, du vivant. Du vivant, tu sais, ça revient, tu sais, les arts vivants, je trouve le terme bien choisi, tu sais, parce que, tu sais, même le podcast, je veux dire, là, on le fait sur Zoom, on est-tu écœuré de Zoom? Mon nouveau slogan, c'est Skype is the limit. Wow. Mais c'est mieux que rien. Au moins, Ben on oui, se voit. Il y a ben quand oui, même quelque c'est chose qui se ça, passe. c'est ça. Hey, Maël, j'aimerais, parce que quand t'es arrivé un peu avant David, puis on a déjà commencé à jaser un petit peu de tes origines. Moi, je pensais que tu étais né en Gaspésie, mais j'ai compris que tu étais plutôt originaire du Saguenay, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Je suis né à l'hôpital de Alma. Je suis né sur une grande terre à Saint-Ambroise. OK. Puis c'est ça. Ça fait que fils d'agriculteur, ouais. Ben, tu sais, on faisait vraiment du petite échelle. Tu sais, moi, en fait, avant que mon père achète la terre, il y avait de la patate qui se faisait, tu sais, à grande échelle avec des pesticides, tout ça. Puis, tu sais, mon père me l'a déjà dit, puis il me le raconte des fois comment est-ce que finalement, il voulait encore continuer de produire la patate là, mais c'était comme ça marchait pas avec la philosophie de mon père que de faire de quoi qu'il y avait des pesticides. Ouais. Puis quand il est venu le temps de dire ben est-ce que vous voulez faire du bio? Non, ben finalement ça a fini là. Puis on OK. a planté des fraises un peu dans le champ, un tout petit peu, puis on a fait notre jardin aussi, mais petite échelle, ouais. Ouais, OK. Puis donc, du Saguenay vers l'est du Québec, ça s'est produit quand puis comment, ça? Ben c'est ça, il y a quand même un parcours du Saguenay. Finalement, on est parti de là, on était un peu, on se trouvait un petit peu clos. Moi, c'est sûr, j'ai fait l'école à la maison. Ah, Mes OK. parents ont fait l'école à la maison jusqu'à ce que j'aie 9 ans, tu sais. Puis on était un peu peut-être seul ou plus besoin peut-être d'espace, de quelque chose de différent. Puis on est parti en voyage. On a été jusqu'à la vallée de l'Okanagan Oh, en auto. Puis en revenant, en fait, on cherchait un endroit où habiter dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, ben, ma mère est décédée au Bas-Saint-Laurent. Puis mon père a rencontré une autre femme, puis elle habitait en Gaspésie. Puis c'est comme ça qu'on s'est ramassé en Gaspésie pour faire beaucoup ouais. de On- compliqués. Ouais. Ouais, parce que là, tu as une prémisse de biographie fort intéressante. Là. Moi, il y a 2, 3 phrases que j'aurais étalées sur des chapitres. Là. Il y a quelque chose Ah, d'intéressant vraiment comme parcours. Ben oui, vraiment, tu sais, entre autres, en fait, mon autobiographie en 2016 dans un oui, tu sais, PPO, là, projet intégrateur, là, Ah ouais? ouais, en tout cas, ce genre de cours-là, là, mais j'ai participé aussi en même temps au Grand Défi bâti à ma région. Je sais pas si ça nous bloque, là, mais j'ai gagné le prix Coup de génie culturel dans ce concours-là, puis qui est un concours entrepreneurial. Puis Ouais. mon projet entrepreneurial, c'était d'écrire mon autobiographie. Puis c'est ça que j'ai fait. c'est quand Bon, ben, même, tu me l'enverras. Moi, ça m'intéresse. ouais, Oui. moi ça, Envoie, ouais, moi envoie une aussi. copie à Pat, une copie à moi. Ouais, j'aimerais ça lire ça parce que c'est ça, avant la rencontre, là, tu sais, j'essaie de lire un petit peu sur mes invités, puis je regardais ça, puis là, je me disais, attends, une autobiographie à 16 ans, faut le faire, là, quand même, là. Mais là, j'écoute ton... C'est un J'écoute... premier cours, tu sais, c'était en même temps que l'école au secondaire, c'est comme un Ouais, peu, tu sais, coupé. J'aimerais vraiment ça, en refaire un avec comme l'expérience de slam que j'ai, quelque chose de plus poétique aussi, où il y a plus de place à l'émotion, à mon ressenti, à mon vécu, tu sais. hum. Puis, qu'est-ce que tu allais dire, excuse? Non, mais c'est ça, j'allais dire que dans ce... tu sais, moi, je le vois comme un récit de vie, puis un récit de vie, je pense que ça peut être fait à n'importe quel âge. Tu sais, c'est comme une espèce de... Tu sais, puis David, tu sais, peut-être qu'un peu plus tard, on parlera du processus d'écriture, là, puis ça m'intéresse énormément parce que les histoires de vie, c'est un peu le concept de ce podcast-là, puis que Maël, tu te sois intéressé à ce type d'écriture-là très tôt. Pour moi, ça dénote une espèce de, en tout cas, j'interprète, tu me diras si je me trompe, une espèce de volonté
de s'approprier son parcours de vie, de mieux le comprendre, puis de le mettre en mots, puis de commencer à articuler son propre vécu. Tu sais, déjà à 16 ans, c'est quand même une maturité, ça demande de la maturité qui est assez exceptionnelle, là. Je te remercie, mais moi, ça m'est venu vraiment comme de manière viscérale. J'étais un petit peu perdu. Je venais de changer d'école, un peu perdre mes amis en secondaire 5. Puis il y avait ce projet intégrateur-là. Puis c'était comme, hey, faites-en ce que vous voulez, mais faites-en de quoi qui va changer puis qui va apporter quelque chose de plus, tu sais. Puis un besoin, toi, de faire un bilan, une sorte de rapatriement, de rapatrier. Puis c'est moi, je trouve que c'est de là qu'a commencé mon expérience vraiment de slam plus professionnelle. À partir de là, après ça, au cégep, j'ai eu mes premiers contrats, tout ça. J'ai eu mes premières prestations sur scène aussi en secondaire 5. Fait que je trouve que ça a vraiment comme... ça a été le sorte de... Tu sais, quand tu fais pas un cendrier, mais tu sais, là, l'affaire qui a du sable dedans puis ça coule. Sablier. Tu peux topper dans un sablier aussi. C'est quoi, tu peux mettre tes cigarettes dans un sablier si tu veux. Tu peux t'en servir comme un cendrier. Ben oui, ben ça a été... Moi, j'aime beaucoup l'image du sablier, tu sais. Dans un peu à la base qui fait partie de toi, puis au milieu, comme la rencontre de ce qui est créé au moment présent, puis après ça, dans l'autre partie du sablier, vraiment la nouveauté, la création, ce livre-là, un nouveau slam, une rencontre avec vous autres, comme cet après-midi, tu sais. Ouais. J'entends là-dedans le processus de l'étudiant en psychosociaux aussi, dans le processus de réflexion puis que tu intègres dans ton écriture. Puis il y a quelque chose que j'ai retenu là dans ce que tu viens de dire par rapport à ton arrivée en Gaspésie. Tu es en secondaire 5, puis là, tu fais le choix de faire un récit de vie. Est-ce que c'était aussi une façon pour toi de dire aux autres autour, dans ton nouveau milieu, qui t'étais, tu sais, puis d'où t'arrivais, puis c'est comme un statement, là, me voici? Ouais, peut-être, c'est intéressant, mais ça me touche ce que tu me dis parce que c'était vraiment de quoi de très identitaire à faire, là, tu sais, évidemment, là. Puis j'ai vraiment été reconnu par ce milieu-là, tu sais, alors que pendant mon secondaire, tu sais, j'ai vécu de l'intimidation puis tout ça, mais arrivé, arrivé en secondaire 5 dans cette école-là, j'ai fait ce projet-là, puis à la fin de l'année, j'ai animé mon bal, j'ai fait ma première prestation Wow. dans le cadre de ce bal-là, tu sais, puis j'ai vraiment eu l'impression de me faire accueillir par une communauté pour la première fois depuis longtemps, tu sais. Ouais. Puis, ce qui me touche aussi, en fait, je fais le lien avec ce qui se passe présentement, tu sais, c'est que, veux pas, aujourd'hui, j'ai fait de la route. Je suis arrivé à Saint-Fabien, tu sais, autour de Rimouski, où j'ai passé les 2 dernières années, où j'ai passé beaucoup de temps avec plein de slammeurs, qui est une communauté incroyable. Puis en psychosociaux aussi. Puis tu sais, c'est pour ça que je te connais, Patrick, entre les branches. Tu sais, c'est parce qu'on a étudié un peu des choses similaires. Tu sais, puis ça me donne l'occasion de rencontrer un grand slameur que j'aime beaucoup comme David. Je me trouve choyé d'entourer une communauté, tu sais. Ouais. Si tu me permets, Pat, aussi rebondir, tu sais, l'idée de faire comme ça une autobiographie, le récit, je pense qu'il y a une réalité, c'est que son propre vécu est toujours un matériau intéressant en littérature, peu importe la forme que tu lui donnes, que ce soit pour une chanson, un texte à réciter, un slam, peu importe, ou carrément même des romans. Tu sais, on dit d'ailleurs qu'on n'écrit jamais que sur soi-même. Moi, j'essaie de m'éloigner de ça, d'être vraiment dans la fiction, mais c'est sûr que je passe mes idées à travers mes romans. En poésie, je suis peut-être plus frontal directement avec qui je suis, mais il y a un paradoxe là-dedans intéressant parce qu'il y a des gens qui pourraient voir ça comme un exercice, un exercice un peu égocentrique, un peu narcissique d'aller fouiller son vécu et tout ça. Alors que moi, j'ai l'impression que c'est un geste d'une grande humilité. C'est quand même courageux, tu sais, de se lancer dans l'idée d'analyser son propre vécu, de mettre sa dynamique familiale un peu en lumière, de voir qu'est-ce qu'on peut
en retirer. Puis, tu soulignais le fait que c'est étonnant de commencer cette démarche-là à 16 ans. Mais moi, je trouve que c'est un projet intégrateur super intéressant. Puis le travailleur social en moi aurait envie de dire quelle bonne idée à faire en secondaire 5, un moment super important de l'adolescence. Un jour, Maël, tu seras un vieux monsieur comme Patrick et moi, et tu vas réaliser à quel point... Plus Patrick que toi. Mais il y a quand même une réalité où l'adolescence est une période hyper significative pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu sais, ce qui se passe entre 12 et 18, c'est marquant, souvent bien plus que ce qui se passe entre 22 et 28, ou tu sais, peu importe la tranche d'âge, tu es en transformation, c'est intense, c'est la vie sociale, c'est la personnalité qui se construit, c'est les premières fois et tout, tu sais, dans plein de niveaux. Puis, moi, je trouve que c'est un méchant élan, c'est un bel élan, en fait, que de se donner ce droit-là de se regarder soi-même dès cet âge-là, déjà développer une espèce de regard introspectif qui, j'ai l'impression, peut servir autant d'un point de vue artistique, apprendre à aller puiser en soi sa propre matière pour faire de l'art, et en même temps, une capacité justement à se regarder aller, se questionner, puis peut-être avoir une fameuse conscience de soi. Tu sais, on le met à toutes les sauces, là, le carpe diem, YOLO, pleine conscience. Là. Appelle ça comme tu veux, c'est toujours la même patente. Là. C'est l'idée d'être dans le moment présent, connecté avec soi-même, puis de regarder ce qui se passe. Tu sais. Donc, je trouve qu'il y a de quoi dans la démarche de Maël qui rejoint ça. Puis, je me dis que ça pourrait être une espèce de projet, pas de société, mais au niveau de l'éducation, peu importe, de proposer éventuellement ça comme outil d'apprentissage, pas seulement d'un point de vue artistique, mais vraiment pour justement intégrer pas juste la matière scolaire, mais son propre cheminement psychologique, spirituel, sexuel, tout au niveau de l'adolescence qui se passe. Je trouve qu'en secondaire 5, c'est un très beau moment pour faire ça. Quelle belle proposition. C'est vraiment une belle proposition, d'autant plus que tu sais, je fais le parallèle avec le programme de l'UQAR, tu sais, en études des pratiques psychosociales. Ça a l'air d'un grand mot scientifique, mais dans mon expérience à moi c'était au niveau de la maîtrise. Maëlle est au niveau du bac, là, puis il est en train de le terminer. Mais c'est vraiment un espace privilégié pour faire cet exercice-là de prise de conscience de soi, de rédaction en mode histoire de vie. Donc, je vois le lien, là, peut-être entre cette démarche-là en secondaire 5 puis ce qui l'a amené au bac, on pourra y revenir, mais cette proposition-là que tu fais, David, je la trouve vraiment intéressante, puis elle pourrait être amenée au département, tu sais, à l'UQAR, justement, là, étant donné qu'il s'intéresse déjà aux histoires de vie, puis à la pédagogie à travers l'écriture à la première personne. Tu sais. Ça s'amène dans toutes les sphères de nos vies, finalement, parce qu'à chaque fois qu'on compte des histoires qui nous concernent, qui sont pleines de nous, mais crime, on amène l'autre à le faire aussi. C'est ça. Pas d'invitation directe de je m'ouvre à toi. Je suis prêt à recevoir aussi, veux pas. Là, comme moi, je le fais même. C'est une fonction un peu d'autorisation. Tu sais, on s'autorise. Si on s'autorise à le faire, on autorise l'autre aussi à le faire. Fait que c'est, ça donne le droit. Exact. C'est quoi le terme, d'ailleurs? Il y a une approche, je pense, africaine. Le kassala. Le kassala, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'avais participé à une espèce de colloque autour du kassala à un certain moment. Je trouve que c'était une approche fort intéressante. Puis dans le fond, on voit que ça existe, puis probablement que ça prend d'autres noms dans d'autres cultures. Je pense même qu'en littérature québécoise, ça a pris le nom d'autofiction chez bien des gens. Donc, il y a eu une grosse mode dans les dernières décennies. Puis on y a encore un peu de récit. Donc, je pense que instinctivement, l'idée de se raconter a toujours été là d'une façon ou d'une autre, que ça passe par le conte, par la chanson. Mais quand on en est conscient et qu'on l'utilise consciemment, puis dans une espèce de démarche, tu sais, Maëlle parlait d'un bilan, mais ça peut aussi être une démarche au-delà
du bilan, mais vraiment une volonté consciente d'utiliser son propre vécu pour rejoindre le vécu de l'autre. Mhm. Puis on disait, bon, lui donner le droit de l'utiliser à son tour ou de s'en inspirer ou même de se reconnaître dans le nôtre, de pouvoir prendre nos mots pour se les approprier. Là, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble au travail social, c'est-à-dire de reconnaître que dans plein de sous-systèmes, l'humain est un animal social qui peut s'identifier à l'autre et se construire avec et à travers l'autre. Donc, c'est intéressant. Puis, moi, je suis moins sur les Saints Slams que j'ai déjà été. Là. J'ai compulsé en masse à une autre époque, mais j'ai encore beaucoup d'amour pour ce mouvement-là et cette idée de démocratiser la parole, que ce soit poétique, humoristique, peu importe, on pourra revenir à ça. Mais j'ai l'impression que ce qui fait que ça a fonctionné, cette espèce de forme-là qui est le slam de poésie, c'est beaucoup justement l'identité révélée dans une structure très courte, 3 minutes, pas d'accessoires, pas de musique, débrouille-toi, puis fait réagir les gens. Puis, dans le fond, pour faire réagir les gens, souvent, ça passe par une espèce de révélation, une espèce d'ouverture. Ouais. Ça dépend où ça se passe. Je sais qu'aux États-Unis, ça a été, entre autres, super fort au niveau identitaire. Il y a beaucoup de minorités qui ont réussi à prendre la parole publiquement à travers les micros-verts, à travers les slams et tout ça. On a découvert des personnalités artistiques super fortes aussi grâce à ce mouvement-là. Mais c'est ça, j'ai cette impression qu'on parle aussi de ça, rendre la parole accessible. Ouais. Puis, Ouais, c'est le fun que tu fasses le lien avec le Kassala puis le slam parce que je l'avais pas fait encore ce lien-là. Puis j'ai participé il y a 2 ans à un atelier de Kassala avec Jean Cabouta. Jean Cabouta qui est dans l'est du Québec aussi, là, qui est dans le coin de Rimouski, puis qui a amené le Kassala. Je pense que c'est lui qui a amené le Kassala au Québec, si je me trompe pas. Puis le Kassala, en fait, c'est une genre d'hommage qui est rendu. Souvent, c'est utilisé dans les mariages ou dans les enterrements, puis on va décliner toute la famille, les ancêtres de la personne, puis on va lui rendre hommage à travers le Kassala. Donc, puis après ça, ben, dans les ateliers, ça prend aussi une forme poétique où on se raconte. Puis là, je vois vraiment le lien avec le slam, où même si l'intention de départ, c'est peut-être pas de dire « OK, je vais vous dire je suis qui », mais ça transpire toujours dans le texte, on finit par se raconter, justement, peut-être parce que c'est condensé. Puis c'est ça l'idée du Kassala aussi, c'est que c'est du condensé, c'est assez court. Bon. Écoute, mais ce David, que je comprends, c'est que c'est quand même ancré dans l'histoire familiale. Oui, Donc, c'est ça. on va aller sur les ancêtres, on va aller Tout un à peu fait. dans la dynamique familiale et tout. Ouais. Puis voilà, c'est intéressant. On vient tous de quelque part aussi. Tu sais. Puis, mais elle disait son propre récit, ben, il a été entraîné par voyage, par les relations de ses parents, par des décès, tout ça. Donc, c'est intéressant de mettre les choses en perspective dans une histoire comme ça, dans un récit, tu sais, puis même faire une ligne de vie, une ligne de temps. Moi, je me souviens, au bac en travail social, on avait fait un organigramme vraiment au niveau familial, voir qu'est-ce qui serait et tout. J'ai fait Pour ça moi, familial à mes cours aussi. oui, exactement. Puis il y a quelque chose de thérapeutique parfois, juste de voir qu'il y a des choses qui nous dépassent dans le sens où on a de l'atavisme, de l'hérédité, on a des comportements qui viennent d'une culture familiale, il y a des choses, des vulnérabilités. Tu sais, moi, ça m'a fait du bien de voir à quel point il y avait des alcooliques et des toxicomanes dans ma famille. Tu sais, ça a été très soulageant, déculpabilisant. Puis en même temps, ça m'a pris quelques années après avant d'arrêter de consommer. Ça va faire 12 ans à l'automne, fait que je suis vraiment à l'aise d'en parler. Mais à l'époque où j'étais confronté vraiment à ça, ben de me dire, OK, je suis pas seul, puis il se passe quelque chose, je suis pas capable de dire qu'est-ce qui appartient à la génétique, qu'est-ce qui est circonstanciel ou culturel, qu'est-ce qui se transmet dans la famille, mais de voir que je suis pas seul à vivre ça, il y avait quelque chose d'apaisant pour moi.
Donc, de pouvoir le mettre éventuellement dans un récit, dans un cassala, dans un poème, un roman, un texte, juste de dire, ben moi, j'existe, mais j'arrive de quelque part et je ne suis pas responsable de tout ce que je suis. Par contre, aujourd'hui, ce dont je prends conscience à travers mon texte, mon poème, mon bilan, mon autobiographie, peu importe, à partir du moment où j'en ai pris conscience, que je l'ai matérialisé en dehors de moi, là, j'en suis responsable. C'est ça. Qu'est-ce que je fais avec? Voilà. À cette heure que je le sais. C'est là que c'est puissant, puis ça redonne du pouvoir. Le fameux empowerment, paraît que c'est, faut pas dire empouvoirment, d'ailleurs, c'est laid comme mot, mais, c'est vraiment pas beau. mais cette idée de reprise de pouvoir sur sa propre vie, ben, parfois, ça passe par une espèce d'apaisement de son histoire personnelle, puis de son passé, puis de son histoire familiale. Puis David, tu sais, là, avec Maëlle, on était rendu justement dans ce récit-là, à peu près en secondaire 5, en Gaspésie. David, tu viens de Trois-Rivières. Tu sais, on fera pas ta bio step by step parce que je pense que comme tu es une figure publique, les gens commencent à le savoir là, que tu viens de Trois-Rivières. Mais je m'intéressais peut-être au fait de savoir à quelle époque tu es parti de Trois-Rivières puis pourquoi. Parce que ça fait quand même plusieurs années que tu es à Sherbrooke. Fait, peux-tu nous dire un petit peu à partir de je sais pas à quel âge, l'enfance à Trois-Rivières, tu es parti de là, pourquoi, comment? Je peux te donner la date exacte, d'ailleurs, c'est assez savoureux. Moi, j'ai fait ma technique en travail social à Trois-Rivières. Moi, je voulais être écrivain, c'était clair depuis l'enfance. Je savais que je voulais être écrivain, mais on m'a un peu détourné de ça avec bienveillance, en me disant que c'était pas un métier d'écrivain, que sinon je pouvais devenir journaliste, aller en communication, mais vivre de sa plume au Québec, c'était pas réaliste. Ça se peut. Mais à l'époque, je savais pas que ça se pouvait. Je pense que les gens autour de moi, c'est ça, en toute bienveillance, ils ont juste dit, ben, tu devrais essayer de te trouver un plan B, puis que ton plan B devienne le plan A. Parce que finalement, je suis allé en travail social, je fais ma technique à Trois-Rivières, puis ça m'a beaucoup intéressé. Je trouvais ça passionnant, puis en même temps, je me disais, ben, ça va me servir quand je vais me mettre à écrire plus sérieusement. Je découvre plein de trucs là-dedans qui vont m'aider. Donc, j'ai décidé de poursuivre à l'université. Et là, pour l'anecdote, donc, je suis parti de Trois-Rivières à 20 ans. Je me suis installé à l'université de Sherbrooke, au Montagnier, juste à côté des apparts. Avec ma blonde de l'époque, on a aménagé là le 1er septembre et on s'est laissé le 11 septembre 2001. Grosse journée pour la planète. Donc, mais c'est épique. Un jour, je vais me servir de ça parce qu'écoute, c'est absolument romanesque et non pas romantique, mais vraiment romanesque. Parce que pendant qu'on est en train de se laisser de façon un peu brutale, ben, à la télévision, comme les images en boucle d'explosions et de trucs qui s'effondrent, c'est vraiment parfait. Là, au point de vue narratif, là, c'est presque trop beau. Mais c'était la réalité. Wow. Et finalement, ben, je suis resté quand même à Sherbrooke. J'ai fait mon bac. Je me suis réconcilié avec cette personne-là en cours de route. Mais en tout cas, j'ai eu d'autres histoires et tout. Et finalement, ben, de fil en aiguille, je me suis mis à travailler comme TS à Sherbrooke. Puis au niveau artistique, ça a commencé à se développer. Moi, déjà, j'allais dans les poésies, je faisais de l'écriture, puis est arrivé 2008-2009, les premières soirées de slam, slam du tremplin, animé par l'inénarrable Franck Poul. Et donc, moi, dans les premières années, j'étais vraiment à fond dedans. J'y allais vraiment régulièrement. Puis, j'animais aussi la Sainte-Sam à Trois-Rivières pendant 3 ans, aller-retour de Sherbrooke à tous les mois pour l'animer. Donc, j'étais vraiment à fond là-dedans. Puis après, ben rapidement, je me suis mis à l'écriture des romans, publier des recueils et tout. Là, je suis plus dans la chanson ces temps-ci. Je vais sortir un album cet automne. Cette année, j'ai écrit beaucoup pour, entre autres, Luce Dufault, Louis-Jean Cormier, Florence. Donc, je dirais que ma particularité, c'est d'être un peu touche-à-tout, curieux de tout. Moi, toutes les formes d'écriture m'intéressent, donc je me promène d'une forme à l'autre. Puis maintenant, ben je ne fais que ça. Là. Je suis vraiment juste dans l'art à temps plein. Le travail social me manque parfois. La relation un à un peut me manquer. Mais j'ai l'impression d'en faire pareil un peu par la bande. J'ai gardé la touche travailleur social. Ouais, ça c'est clair. Ben, on le voit bien dans ton parcours, là, puis dans tes choix, je veux dire, d'aller faire des ateliers en prison, des trucs comme ça, on le voit là, que la fibre travailleur social, elle t'a jamais quitté. Mais moi, ce qui me fascine, parce que je savais pas ça de toi, c'est que
tu as toujours voulu écrire. Tu sais. Donc, l'écriture est arrivée quand même assez tôt dans ta vie. Est-ce que à ce moment-là, même si ton entourage n'était pas super en support dans ce projet-là, est-ce qu'il y a des publications, des trucs que tu as fait, que tu as gardé de cette époque-là? Ou... Ben, en fait, mon entourage était en soutien, j'étais stimulé parce que ils y croyaient malgré tout, puis ils le souhaitaient. Mais en Ouais. même temps, c'est une réalité qu'au Ouais, Québec, ouais, on ouais. n'est Ouais, pas 100 romanciers à pouvoir en vivre. Là, ouais, tu sais, puis ouais, c'est ouais. triste. Là, tu sais, puis le Ouais, problème, ouais. c'est pas qu'on manque de talent, c'est qu'on manque de lecteurs, on manque de lectrices, on manque de Mhm, représentation médiatique, on manque de bien des affaires, mais on manque pas de talent. Tu sais, puis mhm. on devrait être beaucoup plus nombreux à pouvoir vivre de notre écriture. Mais de ces premiers élans d'écrivain, en fait, il y a un document qui est resté. OK. D'ailleurs, que je présente dans mon spectacle Au bout de ta langue. Là, je devrais reprendre la tournée bientôt. Moi, j'ai été arrêté par le fameux coronavirus en plein milieu de la deuxième année de tournée. Il me restait à peu près 1 an, donc on va reprendre tranquillement. Mais dans le spectacle, je lis un extrait de ce premier roman-là que j'ai écrit à 8 ans, dactylographié par mon père. Donc, il y avait Oh quand même un yeah! soutien logistique au moins, tu sais, À 8 ans? qui était là. Soutien moral aussi, oui, à 8 ans. Bon, c'est un roman de 2 pages, là, Viron pas fou. Ben non! Mais quand même. 2 pages à 8 ans, Et là? Quand oui, même. ouais, c'est ça. Puis Quand même. c'est assez intéressant, même d'un point de vue littéraire, je pense. Ouais, ouais. Donc, voilà. Alors, c'était là déjà à 8 ans, cette volonté-là de faire des livres. Puis encore une fois, cette idée, donc, qu'on vienne quelque part, on se construit à travers les autres. Pourquoi est-ce que je lisais beaucoup, je voulais déjà écrire à cet âge-là? Parce qu'il y avait des livres chez nous, parce qu'il y avait une bibliothèque, parce qu'il y avait un intérêt, j'étais stimulé dans ce sens-là. OK. Et d'une certaine façon, je suis en train de le transmettre aussi. Même avec ma fille, on a une maison, on appelle la maison d'édition maison, où on plastifie ses histoires, on les broche et tout, on Ben conserve oui. ça. Puis elle a déjà l'amour des livres. Donc, c'est un bel héritage à transmettre. Mais en même temps, tu vois, elle a un intérêt aussi scientifique que j'essaie de stimuler beaucoup. Ah Tu sais, ouais. j'achète des petits kits de science, tout. Donc, j'essaie de faire émerger dans mes enfants leur propre personnalité, mais je Ah, demeure conscient qu'on transmet, et j'essaie de transmettre le c'est ça. meilleur du meilleur qu'on m'a transmis. C'est ça. Donc, la littérature ou le livre était présent déjà très jeune chez toi, là. Fait que ça... Exact. Puis la Ouais. volonté d'en faire aussi, d'en Ouais. écrire, parce que je suis convaincu, Maël va peut-être rebondir là-dessus, mais je suis convaincu qu'il le vit aussi. Si lui a eu besoin d'écrire son autobiographie, puis que maintenant il fait de la scène et tout ça, il y a quelque chose dans la magie de l'écriture qui, pour moi, est inégalée par rien d'autre. Tu sais, moi, j'ai l'impression, pour vrai, que c'est une forme de magie sacrée, mais on maîtrise tellement bien la technique qu'on a oublié à quel point c'est puissant. Mais tu sais, juste avec le français, avec 26 lettres, avec 26 symboles, on est capable d'écrire des milliers de livres différents chaque année, de créer des univers fantastiques, de faire de l'introspection, de la psycho, de développer des concepts abstraits, de la science. Donc, moi, il y a de quoi, je dirais, jeune, j'ai été très impressionné parce qu'un livre pourrait me faire vivre. Hum, hum, Et j'ai voulu maîtriser cette espèce de magie-là, puis la hum. transmettre. Puis maintenant, j'essaie d'un peu explorer les limites du carré de sable. Tu sais, comment on fait en chanson, comment on fait en slam, comment on fait en roman, en poème. Mais pour moi, c'est toujours la même magie. Ouais. De partir avec 26 symboles, de s'asseoir, d'agencer ça pour faire quelque chose qui va Hum, faire réagir le monde. Tu sais. hum. Maëlle, je sais pas si tu veux rebondir justement sur ce que David dit. Toi, t'es dans notre récit, là, t'es rendu en secondaire 5 en Gaspésie. Ce besoin-là d'agencer des lettres pour te mettre en action dans l'écriture, bon, il était déjà là avant. Mais à partir de secondaire 5, là, qu'est-ce que tu en fais de ça après cette année-là, justement, où tu es reconnu par tes pairs déjà dans ton milieu? Ça donne un boost. Tu sais, j'imagine que ça doit donner quand même une certaine confiance. Puis, qu'est-ce que tu décides de faire à partir de ce moment-là avec ça? Ben, moi, j'avais vraiment aucune idée d'où c'est que je m'en allais, comme ben du monde de mon âge à cet âge-là. Ça faisait plusieurs années que je voulais devenir géochimiste. Moi, je Wow! tripais, ah ouais, je te dis, moi, je tripais sur l'identification des roches et minéraux, tu sais. Puis, mais c'était vraiment de quoi que j'ai l'impression, avec le recul, je m'étais mis comme, ah, je vais faire ça, puis c'est fini là, au lieu de
ça finit là. Au lieu de continuer à regarder, à voir qu'est-ce qui émerge et tout ça, là, je m'étais vraiment fixé de quoi, là, par peur de ne pas avoir rien. Fait que là, en secondaire 5, je me rends compte que c'est pas vraiment ça que je veux savoir, mais tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de me dire artiste, tu sais. Puis je savais pas vraiment encore que c'était vraiment là-dedans que je voulais aller, mais en même temps, j'aimais beaucoup ça. J'ai dit, fuck sciences nature, au cégep, je vais aller en arts et lettres. Puis cette année-là, au cégep de Carleton, le programme d'arts et lettres n'a pas ouvert. Fait que j'ai fini. C'est tragique. Oui, quand même. Chanceux. Mais tu sais, j'ai eu des liens avec le cours d'arts et lettres avec les jeunes qui étaient là, bien sûr, mes pères, mais aussi avec les professeurs à travers, veux pas, parce que je pense que je me serais bien trouvé là, tu sais, mais j'ai fini en sciences humaines avec maths, tu sais, j'ai fait comme... tu sais. Wow. Mais à travers mon secondaire, tu sais, j'ai rencontré du monde qui faisait du beat, puis moi, je me suis mis à produire de la musique, puis j'ai continué à faire du slam, puis aussi beaucoup influencé par le rap, là. Moi, j'écoutais beaucoup de Kendrick Lamar, beaucoup de Logic, des rappeurs américains, puis dans le rap québécois, bien sûr, Loud, Corias, tu sais, j'écoutais beaucoup de rap. Rassure-moi, Maël, t'écoutais Manu Militari surtout. Je te dis, j'écoutais pas Grand Corps Malade, j'écoutais pas tout c'est un peu ça. Non, mais Manu Militari, c'est du gros rap keb, là. Au niveau du texte, tu fais pas mieux. Même pas. Non, mais écoute, dès qu'on raccroche, là, tu t'en vas te chercher les 4 albums de Manu Militari. En plus, c'est lui qui produit mon album à moi. C'est bon. J'attendais. J'attendais, c'était quoi le lien de plug, là? Non, mais au-delà de la plug, c'est quand même un ami, mais c'est quelqu'un que oui. j'admirais avant. Au niveau du texte, pour moi, c'est un des meilleurs paroliers Le au Québec. Mais c'est bon comme lien parce que moi aussi, j'ai été très influencé par le rap. Excuse-moi, mais je t'ai interrompu. Vas-y, mais je trouvais que c'était primordial pour ton éducation qu'on ajoute Manu Militari à ta liste. Écoute, David, t'as bien fait. Excellent. Ben, j'écoutais aussi pas beaucoup de rap québécois, même si j'ai nommé Loud Corias. Là, moi, tu sais, je viens de Saguenay, qui est comme la région la plus francophone du Québec, ça, je le dis souvent, puis on dirait que je le dis souvent pour me rappeler comment est-ce que j'avais peu de chance de rencontrer l'anglais dans ma vie. Puis, tu sais, comme de fait, moi, en Gaspésie, en secondaire 5, tu sais, mais avant, quand je suis arrivé en Gaspésie, c'est à cause que mon père a rencontré une femme qui est nord-ontarienne, tu sais. Fait que j'ai eu mon contact avec l'anglais à partir de là. Puis en même temps, au primaire, m'amener la toune Jacuzzi de Radio Radio pop complètement. Puis là, je suis comme, on peut mélanger les langues. Puis j'en suis vraiment comme le moment où j'ai commencé à écouter un peu de Radio Radio, puis vraiment ma rapification de mon slam. Puis mon contact avec l'anglais est important dans ma vie. Puis tu sais, c'est vraiment différent dans Montréal au niveau de... En région, c'est des petites communautés qui sont en déclin, veux pas. On peut utiliser les mots qu'on veut, là, mais tu sais, c'est en plus, il y a des conflits entre francophones et anglophones, tu sais, des petites guerres de clochers, là, tu sais. Puis j'ai vraiment pas... dans mon vécu, l'expérience d'avoir été brimé dans mon français, tu sais, ou d'avoir eu de la misère je sais pas moi, à m'exprimer en français, ou tu sais, le mélange, le bilinguisme est très important, tu sais. Donc, l'anglais aussi, même dans ta structure peut-être d'écriture, parce que tu sais, j'ai entendu un slam de toi, je pense que c'était il y a 2 semaines, qu'il y a eu un Zoom du slam de l'Est, puis c'était vraiment un mélange d'anglais et de français, fait que c'est devenu même dans ton écriture un son que... Est-ce que c'est parce que tu veux explorer cette langue-là ou c'est parce qu'elle fait partie déjà de ta façon d'écrire, de réfléchir, tu sais, parce que tu parlais de beat, là, tu sais, le rythme. Fait que est-ce que l'anglais pour toi, ça vient donner du rythme à ton écriture? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le choc entre
j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de chance de rencontrer ça dans ma vie venant du Saguenay. Je rencontre ça par tout hasard, puis c'est comme un peu un coup de foudre. C'est comme un peu de quoi de surprenant, en fait. C'était l'espagnol, tu sais, mais c'était l'anglais. Ouais. Puis j'ai fait comme, oh, Caroline, il y a un autre moyen de m'exprimer. Puis je peux même faire les deux en même temps. Puis un peu jouer avec les règles de la langue. Puis est-ce que le côté américain qui est, tu sais, en écoutant du Kendrick Lamar, tu sais, Will Smith aussi, il a fait du rap aussi. Récemment, il y a un album de Joyner Lucas qui est sorti. C'est tout le côté afro-américain aussi. J'ai écouté la série Get Down sur Netflix, je sais pas si vous connaissez, là, mais c'est comme sur les origines du rap, là, pendant le grand blackout de New York, genre, je pense, dans les années 80, mais bref, comment est-ce qu'ils sont partis avec, à peu près rien pour faire un mouvement vraiment intéressant. Ça donne peut-être aussi le lien avec le slam, tu sais, qui aussi a des racines, tu sais, David, tu le disais, là, souvent américaines, des minorités, tu sais, donc afro-américaines. Mais en même temps, par contre, moi, je trouve ça peut être très intéressant, cette exploration de la langue, utiliser l'anglais, mélanger différentes langues, des phonétiques différentes qui se rencontrent à travers ça. Puis en même temps, oui, il y a une origine américaine, mais j'ai l'impression que dans chaque pays qui s'est approprié ce jeu-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam, à la base, c'est un jeu, c'est pas un genre musical, c'est pas, même pas un genre littéraire, c'est un jeu, puis c'est un cadre où on va dire des textes et il y a une façon de dire à un moment donné qui s'est développée, qui a bougé, qui revient, mais tout ça pour dire qu'au niveau identitaire, il y a de quoi de très, très personnel quand tu montes tout seul sur une scène avec ton texte, tu le déclames, puis moi, à partir de là, je respecte peu importe ce que tu vas faire, tu as le courage de monter sur scène, peu importe la langue que tu vas utiliser. Je trouve ça intéressant, tu sais, Maël qui dit, venant d'un point francophone, mon coup de foudre pour l'anglais, je décide de le mélanger, c'est intéressant. Mais pour moi, c'est aussi intéressant la personne qui va se dire, non, mais moi, ça me dérange l'anglicisation de ma langue, puis je veux qu'on parle français, puis moi, je vais faire un effort pour faire des textes en français québécois ou même en français international ou peu importe. Je tiens à dire qu'on parlait de culture tantôt, de culture familiale, de culture vraiment de société, de communauté dans laquelle on évolue. Mais pour moi, à partir du moment où tu fais une performance artistique, tu es en train d'exposer ta culture personnelle. Ça, c'est vraiment très, très personnel. Puis, je trouve ça intéressant d'avoir la discussion avec Maël parce que probablement que je ne l'écouterai plus de la même façon dans la mesure où je sais pourquoi lui il a choisi de le faire en anglais. Puis l'idée, c'est pas du tout un enjeu moral. On n'a pas à en discuter, est-ce qu'il devrait le faire ou pas. Moi, je trouve ça juste intéressant, sachant que, OK, wow, c'est un choix vraiment personnel par souci ou volonté d'embrasser cette langue-là avec qui il était peu en contact et finalement, lui, il veut y aller. Alors que moi, je suis plutôt dans une démarche de défense de la langue et tout ça d'une certaine façon. Puis, même sur l'album, on a laissé quelques termes en anglais. Moi, je considère pas du tout que je me rapproche du franglais. Mais pour moi, c'est un gros enjeu juste de laisser sur une chanson c'est dead plutôt que c'est mort. On en parle. Pourquoi est-ce que je dis c'est dead plutôt que c'est mort? Et à quel point est-ce que... T'en as pour 2 ans d'entrevue sur juste ce mot-là, c'est sûr. On va te le ramener. Non, ben vous pourrez voir, c'est ça, je le justifierai en temps et lieu. Mais finalement, j'ai décidé de le laisser, par exemple. Pourquoi? Parce que moi, dans ma culture personnelle, même si je défends le français québécois, même si je suis un amoureux du français, je l'utilise, cette expression-là. Donc, dans l'oralité, dans mon oralité à moi, ça existe, l'expression c'est dead. Donc, j'ai décidé de le laisser. Puis c'est pas juste pour avoir une rime ou une allitération, quelque chose. Ça a du sens. Et à partir de là, voilà, puis à partir de là, c'est vraiment une question de culture personnelle et t'adhères au choix de l'artiste ou pas. Et là, j'entends la raison derrière la démarche artistique de Maël. J'entends pourquoi lui décide d'utiliser un mélange de français et d'anglais.
et ça rend la chose encore plus intéressante pour moi en sachant pourquoi. En ayant la démarche artistique derrière, ben là, je vais l'écouter autrement. Ouais. Tu regardes le scandale qu'il y avait eu il n'y a pas si longtemps avec Pelado, tu sais, dans un spectacle où il crie En français! en français. Ben, moi, je suis pour une plus grande représentation, pour un soutien accru des artistes francophones qui peuvent le faire en français, mais en même temps, je respecte fois 1000 ceux qui font le choix d'œuvrer en anglais. Et tant mieux si j'ai accès à leur démarche artistique, sinon, c'est pas plus grave. Mais il faut, je crois, avoir un respect pour la culture personnelle de l'artiste quand il est sur scène, peu importe son choix. Ben, écoute, c'est super intéressant. On va prendre, si vous voulez, une petite pause, puis on va revenir à ça, peut-être à ce qu'on met dans notre écriture qui est représentatif de notre identité. Fait qu'on pourra reprendre là. C'est surtout pour nos auditeurs, la pause, là. Donc, on fait une petite pause, on revient tout de suite. Fait que voilà, ben re-bienvenue. Top chrono, je nous repars ça. On était en train de discuter de l'identité linguistique, l'identité de l'écrivain à travers notre histoire. Maëlle nous racontait que dans son parcours de vie, l'anglais est arrivé à travers la conjointe de son père, puis tranquillement, pas vite, aussi avec un intérêt pour le rap et toute la culture rap américaine, afro-américaine. David qui se faisait fervent défenseur de la langue française avec raison, mais qui en même temps nous disait, ben oui, une fois que tu es sur scène, à quelque part, tu n'as pas à justifier ce que tu as décidé d'assumer sur scène parce que ça t'appartient. Puis, voilà. Il peut y avoir peut-être des contextes, mais puis en même temps, ce que j'entendais de David, c'était, mais à l'extérieur de la scène, on a le droit d'en débattre, puis il faut en débattre de la façon dont on utilise notre langue, de la façon dont on décide d'intégrer d'autres langues. Donc, je trouvais ça intéressant. Et là, si on revient à nos parcours de vie, on était rendu du côté de Maëlle aux études qui ont bifurqué des sciences pures aux sciences humaines, tranquillement pas vite, avec aussi la perdition du scientifique. La perdition totale, puis ça me touche parce que mon fils est en plein là-dedans. Là. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il va me trucider, là, mais il est là, là. Il est là. Il est vraiment là. Puis en même temps, c'est sain, c'est normal, puis c'est même peut-être souhaitable, tu sais, je veux dire, parce que moi, j'ai noté quelque chose tout à l'heure, OK? Parce que pendant que Maëlle écrivait, la peur de ne pas pouvoir, de n'avoir rien, tu sais, rien à manger, de ne pas avoir de gagne-pain, puis d'entrée, David en a parlé, tu sais, a dit, attends un peu, moi je pensais plus jeune on me disait qu'on pouvait pas vivre de l'écriture, puis j'en suis la preuve vivante parce que j'en vis aujourd'hui. Mais cette crainte-là, dans notre histoire de vie, à quel moment on la dépasse puis on se dit, la chenoute, ce qui m'appelle à l'intérieur est plus fort que ça. Parce que moi, je suis un peu à ce tournant-là. Là. C'est la question que je me pose. Comment je vais faire pour vivre de ce que j'aime vraiment? Même à mon âge, à 49 ans, puis j'ai eu des enfants, fait qu'il y avait des compromis à faire, tu sais, il fallait mettre du pain sur la table, puis tout ça, puis là, il commence à être rendu un petit peu plus vieux, puis là, je me dis, bon, ben écoute, c'est peut-être le moment dans ma vie où je pourrais justement faire tout ce qui m'anime, tu sais, fait que la rencontre avec l'autre, le côté journalistique, David, je sais pas si tu le savais, mais pour chaque épisode, je compose une tune après, une chanson inspirée de la rencontre. Donc, la musique que je remets. Exactement. Tu sais, je me provoque à la création. Mais vous, c'est arrivé tôt dans vos vies. Moi, ça me dépasse, ça me surprend, puis je trouve ça magnifique. Comment, peut-être, Maëlle, tu peux y aller. Comment, à un moment donné, tu t'es dit, ben oui, OK, il faut que je vive, je vais travailler, mais en même temps, je veux pas perdre de vue ma passion. Tu sais? Ben ouais, moi, c'est en rentrant à l'université. Hein, puis, tu sais, je voulais aller en quelque chose autour de la sociologie. C'était le cours sur lequel j'avais trippé au cégep. Je me suis dit, ben, why not? Puis, comme plein de monde qui s'inscrivent en psychosociologie, j'ai fait « Ah ah, il y a le mot psychologie là-dedans! » Là, t'arrives là, puis finalement, c'est comme un autre monde un peu, tu sais. Ah ouais.
Mais ça a été de quoi à travers mon bac, puis ça l'est encore, puis ça va l'être encore pour ma 3e année, que d'agencer passion-profession. Ça a vraiment été un axe pour moi d'action dans mes stages, dans ce que j'ai fait dans mes cours aussi. Comme là, je viens de faire un cours d'été, par exemple. Puis j'avais des journaux de bord à remettre, des journaux de bord créatifs. Et j'ai remis un mini-album à la fin du cours. C'est pour mes journaux. C'était 5 tunes pour mes 5 journaux. Wow. Puis d'agencer comme ça, passion, profession, c'est une sorte de danse qui m'a vraiment fait du bien, puis qui continue à me suivre, puis qui me place un peu. Je veux pas parce que quand je fais une action plus pour le slam, ben là, je vois ce que ça me fait, je vois aussi que ça m'attire, aussi que ça me donne le goût. Quand je fais une action plus comme psychosociologue, comme en animation, en formation, en coaching, je vois ce que ça m'apporte aussi. Puis, l'ultime, c'est quand je fais une action dans les deux, quand je suis en plein dedans, en train de, je sais pas moi, animer le psychosociaux, qui est une sorte de colloque là, qu'on se fait à l'hiver là, dans mon bac, tu sais, puis je présente des textes qui parlent de ma vie dans un colloque où on expose des essais, des recherches qui parlent de notre expérience, de notre vécu, tu sais, là, à ce moment-là, je me retrouve vraiment dans l'équilibre entre passion-profession, puis à faire tout en même temps. Puis c'est là que je sens le flow, c'est là que je sens le courant. Que ça coule, que ça fait du bien. Tu sais. Puis c'est de quoi, tu sais, quand je faisais ce mouvement-là tout à l'heure avec ma main, quand je suis rentré au cégep, là, c'est de trouver ma ligne, là. C'est ça. Hey, je m'excuse, je vous interromps. J'ai un retour de son de un des deux ordis, fait que je sais pas si peut-être qu'il y en a un qui a ses haut-parleurs un peu trop forts. Peut-être juste vérifier ça, puis au pire, mettre des écouteurs si vous en avez, mais là, ça va. Là, ça va. Excusez-moi pour cette petite interruption technique. Pas de problème, c'était peut-être moi. Je l'ai baissé un peu. Voilà, c'est beau. On a pu ça. Donc, ben oui, Maëlle, tu nous fais bien habiter cette zone-là de flou entre la survie, là, tu sais, l'alimentaire, puis la passion, puis de pas perdre cette ligne-là. Fait que je peux deviner que, tu sais, parce que, bon, on l'a dit, on est des patriarches, David et moi encore plus, à 49 ans, mais t'es pas vieux, vraiment pas vieux. Fait que là, je peux supposer que tu vis pas encore de ta plume. Comment tu le vis, toi, dans ton processus de dire, bon, ben, je sais pas qu'est-ce que tu fais comme travail là, pour vivre, ou peut-être que tu as des pré-bourses, je sais pas, mais comment tu arrives à arrimer ça là, au présent aujourd'hui, ces deux pôles-là? Ben, moi, avant d'arriver à l'université, j'ai eu un été d'angoisse. J'ai fait de l'anxiété beaucoup. Euh, avec le recul, je me dis peut-être que une affaire très symbolique pour moi à ce moment-là, c'était que quand j'ai quitté Rimouski, là, je vous avais dit après qu'on était dans la vallée de l'Okanagan, on est revenu, on a essayé de se trouver un petit toit dans le Bas-Saint-Laurent, puis c'est autour de Rimouski que ma mère est décédée, tu sais, puis à ce moment-là, au moment où j'ai choisi d'aller à l'université à Rimouski, je quittais mon père pour la première fois pour revenir à la ville où j'ai quitté ma mère. Tu sais, c'était vraiment de quoi qui m'a probablement inconsciemment frappé beaucoup. C'était un peu la rupture entre ma dépendance quand même assez élevée envers mon père. C'est une relation vraiment formidable que j'ai avec lui, qui m'a soutenu toute ma vie, particulièrement depuis que ma mère est décédée. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on vise, l'interdépendance là, dans mon bac, entre autres aussi. Là, puis de voler mes propres ailes, je suis arrivé au bac, puis les étés d'après, cet été-là d'angoisse, je n'ai pas travaillé. Je me suis dit, je gagnerai moins, je vivrai plus simplement. Puis c'est là que j'ai commencé à investir plus de temps dans le réseautage, à
aller faire du slam un petit peu partout, tu sais, comme je pense vite de même à Trois-Rivières avec Roger Kemp. Après ça, de faire avec Québec-France aussi, j'ai coaché des jeunes pour le volet jeunesse de Slam Québec-France, 2 années de suite. Puis en rencontrant du monde comme ça, ben tranquillement, pas vite, j'ai commencé à avoir un peu plus de contrats. Puis cette année-là, les dernières semaines, j'ai eu quelques contrats qui me sont apparus. Puis je suis comme, hey, OK, ça commence à marcher. Tu sais. Puis, ouais, il y a de quoi d'important aussi à arrêter pour moi de donner puis commencer à faire vraiment un échange. Ou, tu sais, à un moment donné, je me rappelle, la ville de Rimouski m'avait demandé de faire un texte, tu sais, puis à ce moment-là, entre ma première et ma deuxième année, j'étais comme, OK, là, il y a des décisions qui doivent être faites. Là. Puis là, tu sais, demander, est-ce que vous avez un budget pour ça? Ben non, mais tu sais, on a demandé, puis... Ça va te donner de la visibilité. Ben, tu sais, c'est ça. Puis là, en même temps, ça ne fitait pas avec mon horaire. Fait que là, j'ai dit, non, OK, là, je coupe là. Puis là, je leur explique, tu sais, non, parce que vous n'avez pas de budget pour ça. Je trouve que ça vaut la peine d'encourager nos artistes, mais c'est quand même un défi qui reste là, puis une discussion entre la personne qui t'offre une opportunité puis toi qui prends l'opportunité. Tu sais. Ben, moi, je salue ça, ce courage de faire ça, parce que on le sait, hein, que ce soit les musiciens, les auteurs, les slammers, cette fameuse phrase-là, tu sais, ça va être bon pour ta visibilité. Là, à un moment donné, c'est comme, ben, regarde, moi, quand je fais venir un électricien à 85 de l'heure, je suis pas sûr que si je lui lançais ça, m'a parlé de toi, t'es un bon gars, pas sûr que ça va marcher. Puis aussi, ce que j'entends, puis qui me touche beaucoup, beaucoup dans cette partie-là de ton récit, c'est une espèce de forme de chute, de crise, de moment de crise, le décès de ta mère, l'éloignement de ton père. Donc, ce moment-là charnière qui est utilisé pour dire, ben, je sais pas comment le formuler, mais tout ce qui me reste, qui m'appartient vraiment, c'est ça. Fait que je vais faire ça. Puis c'est comme une espèce de réflexe de survie dans la façon dont je l'entends. Puis je sais pas, David, peut-être tu peux rebondir là-dessus dans ta propre histoire. Est-ce qu'il y a eu ce moment-là charnière d'espèce de chute, de crise qui te propulse dans une carrière, qui va devenir une carrière, en fait, ou un moment où tu te dis, ben, OK, là, c'est dur, tu sais, parce que on parlait du fait que toi, tu as été travailleur social, fait que peut-être que c'était financièrement moins difficile, mais il y a eu quand même sûrement 2-3 ans de vagabondage entre est-ce que je me lance là, tu sais. En fait, de choisir la vie artistique à temps plein, c'est un choix courageux, peut-être même téméraire par moment, mais c'est un choix qui est important à faire. Puis, on revient, tu sais, avec cette idée d'alimentaire, puis comment, tu sais, se nourrir et tout, mais on est quand même au Québec, personne ne va mourir de faim, là. Même le poète le moins publié trouve les moyens de manger. Puis, pour moi, c'est un choix très noble aussi qui peut être fait de dire, ben moi, je vais être dans la pauvreté, mais je vais faire seulement ce que j'ai envie de faire. Puis les 2 exemples qui me viennent en tête, c'est Jean-Jacques Rousseau, quand même, hein, qui n'est pas des moindres, mais qui, par une espèce de responsabilité, de dignité intellectuelle, a été le seul de sa gang des Lumières à pas être financé par les rois de Prusse puis les reines de Russie puis donc ultimement on peut faire ce choix-là puis plus près de nous, vraiment plus près, il y a Yves Boisvert qui est un de nos grands poètes qui habitait d'ailleurs à Trois-Rivières et à Sherbrooke, un poète de l'avenir puis à la base, mais Yves Boisvert qui aurait pu, puis il disait, il aurait pu aller enseigner à l'université, il aurait pu avoir bien des emplois autour de l'édition, mais lui, il voulait pas. Lui, il a décidé de vouer sa vie à la création. Donc, lui, il vivait de ses maigres bourses et de la vente de ses recueils de poésie. Puis c'était ça le choix qu'il avait fait. Puis il a toujours été en phase et cohérent avec ça. Puis il avait, je crois, une autre forme de richesse, ne serait-ce que dans cette posture-là. Moi, je suis un poète, et si la société ne trouve pas que ça vaut la peine de
me rémunérer à la hauteur de la valeur de mon art, ils vont m'avoir d'en face avec ma pauvreté et mes recueils de poésie. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de très, très noble là-dedans. Donc, la question, c'est pas tant de se demander est-ce que je peux manger grâce à ça. C'est sûr, quand on a des enfants ou le désir d'avoir une maison avec 4 garages, là, il y a d'autres enjeux. Mais il y a quand même un choix qui peut être fait de vivre pour l'art. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, c'est un des moments où j'ai manqué de courage un peu dans ma vie parce que j'ai dû chevaucher les deux à temps plein pendant un bout de temps. Tu sais, je travaillais vraiment beaucoup comme TS, puis en même temps, je faisais au moins du 40 heures semaine Ah ouais. d'écriture, C'est de sûr que c'est pas, scènes, de projets. pas très courageux, non, en effet. Donc, bon, là-dessus, je vous salue. Travailler 80 heures par semaine, là, moi, je trouve ça c'est une prend autre quand forme de même. courage. C'est une autre forme de courage, mais quand même, peut-être, il faudrait que je le dise autrement dans ce cas-là, peut-être que je n'ai pas cru en moi autant que j'aurais pu. Tu sais, je me suis épuisé un peu pour piler de l'argent, pour être sûr de ne pas manquer de rien au moment où j'allais faire de l'art à temps plein. Mais cet appel-là, je l'ai en dedans de moi depuis que je suis tout petit. Je savais que je serais prêt à mettre les bouchées doubles, à travailler fort et tout. Donc, j'aurais pu abandonner un peu ma carrière professionnelle plus vite pour me consacrer à ma carrière artistique. Puis, je pense que de s'écouter là-dedans est bon. Puis Maël, lui, il s'écoutait autrement. C'est un besoin psychologique de prendre soin de soi, de pas se garrocher dans le monde dans un moment plus anxiogène de sa vie. Puis, c'est aussi valable, tant mieux. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la valeur de productivité et de richesse matérielle, c'est une pression sociale hyper forte que nous avons tous, même les poètes, même les artistes, on a cette pression-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si tu le sens de façon viscérale que c'est là où tu vas aller, Pat, ou quiconque nous écoute, que ce feeling-là, j'ai envie de dire, fais-toi confiance parce que tu mourras pas de faim. Puis, à la limite, ce qui va arriver, c'est que tu l'auras essayé pour vrai. Tu sais. Puis des fois, c'est peut-être ça la grosse peur. Moi, il y a des artistes qui me viennent en tête que j'apprécie beaucoup, mais que j'ai l'impression que ce qui les freine vraiment, c'est davantage la peur de se casser la gueule alors qu'ils auraient tout mis. Parce que dans la mesure où tu le fais à moitié, ou tu le fais à temps partiel, puis que tu le fais en dilettante, quand ça marche pas, j'avais pas le bon soutien, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Mais à partir du jour où tu dis, OK, je mets tous mes efforts là, je le fais à temps plein, je le fais pour vrai, ça peut être épeurant parce que si ça marche pas, peut-être que le message que ça va t'envoyer va être blessant et que tu n'avais pas ce qu'il fallait. Tu sais, donc, ou le contraire, tu sais, parce que ou la peur que ça marche. Tu sais, aussi. La puis peur d'assumer, puis là, d'aller faire des entrevues, puis d'avoir ta face sur des livres, puis effectivement. Fait que là, Maël, tu dois pas être encore dans cette peur-là, là, que moi, ça marche trop. C'est le fun de vous entendre parler de ça, parce que c'est toi qui s'en vient, veut pas. Moi, c'est difficile là, de choisir des choses. Moi, j'ai l'impression en slam d'avoir beaucoup, de m'être fait à faire beaucoup de choses. On m'a reconnu là-dedans, puis on m'en a redemandé plus, tu sais, comme, tu sais, viens à tel endroit où ça tente de faire à telle affaire, tu sais, puis, veux pas, j'ai dit oui, tu sais, mais j'ai une part de choix, c'est ça que je veux dire, tu sais, mais de pousser, de dire, mais je veux faire ça, tu sais, c'est une autre posture, puis je trouve ça cool aussi de faire le lien avec ce podcast-là, parce que quand j'ai vu ton annonce, j'ai fait comme, hey, OK, le gars, il veut parler un peu d'histoire de vie, puis OK, ça me parle beaucoup. Puis je savais pas que j'allais rencontrer David par la même opportunité. Ben oui, ça c'est drôlement passé. Ça me fait plaisir. Puis moi, j'ai envie, si tu me permets, Pat, parce que je trouve ça super intéressant aussi d'avoir cette espèce de discussion-là entre quelqu'un qui est un peu dans la vie artistique puis quelqu'un qui y entre. Moi, j'ai envie de te dire, Maël, demande-toi aussi qu'est-ce que tu veux faire avec cette expérience-là ultimement, parce que par expérience personnelle, mais aussi pour avoir vu plusieurs personnes qui ont pris leur élan sur les scènes de slam, il n'y a rien qui t'empêche d'y demeurer puis d'y participer, de mettre l'épaule à la roue, mais souvent, on va un peu se transformer dans des formes d'art, des fois plus classiques, ou en tout cas qui vont aller puiser dans ton expérience de slam, mais pour faire autre chose.
pour éventuellement avoir une carrière artistique plus diversifiée. Déjà, je pense que la plupart des artistes, pour vivre maintenant, puis surtout pour s'épanouir, puis avoir du travail sur la planche, il faut diversifier notre pratique. Mais souvent, c'est que l'expérience de scène qu'on a et d'écriture à travers l'islam, on va la transformer. Je pense à Marjolaine Beauchamp qui fait du théâtre. Je pense aussi à Quinca qui aussi fait de la radio, mais aussi de l'acting, joue beaucoup dans l'écriture. Il y en a beaucoup qui vont publier des recueils de poésie, mais je trouve ça intéressant, toi qui commences vraiment à vivre cette espèce d'élan important que la scène slam peut t'apporter, ben te dire, OK, mais dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que de un, je vais être encore sur ces scènes-là? Oui, tant mieux. Non, je veux être où? Et qu'est-ce que je peux faire aussi à côté de ça comme artiste pour diversifier ma pratique et surtout transformer cette expérience-là? Parce que pour moi, c'est important. Les deux, on passe par là, mais pour moi, c'est pas une finalité en soi. Le slam, c'est un mouvement. C'est un terrain de jeu, c'est une scène d'expérience, c'est de la pratique, c'est un lieu de rencontre. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une vague qui nous porte vers un ailleurs qui va être différent d'une personne à l'autre. Donc moi, je savais déjà que c'était les livres, je savais déjà que ça allait être l'écriture et ce qu'on m'a dit, c'est que l'expérience de scène m'a permis de m'approprier l'oralité puis que ça paraît dans mes livres, que c'était écrit pour être dit, pour être lu à voix haute. T'sais. Donc, ça m'a servi dans ce sens-là. Toi, est-ce que ça va être pour des conférences, des spectacles, des livres aussi, de la création vidéo, peu importe, mais j'ai juste envie de te lancer ce questionnement-là. Demande-toi, c'est quoi l'élan que tu vas prendre avec ça? Wow, OK. Super. Okay. C'est le fun. C'est le fun. Vous êtes beau à voir dans cet échange-là parce qu'il y a tellement d'amour pour le métier, puis d'amour pour le processus, puis cet appel-là de dire ne nous mettons pas de barrière. On est toujours en expérimentation, je le pense. Là. Puis justement, on peut envisager aussi d'ouvrir ça, le mode d'écriture, de le transformer, de le faire vivre dans d'autres médiums. David, moi, je t'ai entendu dans de la chanson. Là, tu parles que tu écris pour aussi des auteurs, compositeurs, interprètes du Québec. Donc, tu as commencé à te diversifier. Puis, j'en profite parce que là, j'ai en main La Bête. Mon premier roman. La Bête. Puis, j'ai retenu un petit passage que c'est-tu correct de lire un... J'ai-tu le droit de faire ça, de lire un passage? Oui, tant qu'il est mis en contexte que c'est de la fiction, que c'est pas une citation de David Goudreau, mais du personnage. Ben là, tu viens de me couper l'herbe sous le pied, c'était juste... Parce Vas-y, que essaye. on a parlé d'identité, puis tu sais, David, il disait avec le sourire, dans le slam, c'est peut-être plus moi qui parle, mais dans mes romans, c'est de la fiction, tu sais, puis on veut vraiment séparer le personnage. Mais pourquoi je veux lire cette citation-là maintenant? C'est parce qu'on est en train de discuter des horizons d'écriture, tu sais, puis pour Maëlle, des possibilités de ce qui peut advenir, tu sais. Puis moi, je te lisais, parce que je suis un nouveau lecteur de David Goudreau, je dois m'en confesser, et je m'en excuse. Tant mieux, il en faut des nouveaux lecteurs. Puis c'est grâce à Isabelle Simoneau qui m'a prêté la trilogie. Merci Isabelle. Une grande dame. Ouais. Tu la salueras de ma part. Ben ouais, je l'adore, Isabelle. Puis ben là, je tombe sur un petit passage. Puis là, j'étais en train de lire ça, puis je me disais, my God, c'est donc bien punché, tu sais. Puis peut-être que le choix de cette écriture-là, c'est parce que tu te mets dans la peau de ce jeune-là, tu sais, qui fait pas des phrases là, qui font 4 paragraphes, là, tu sais. Fait que... puis là, je me disais, mais t'as-tu déjà envisagé d'écrire pour l'humour? Tu sais, parce qu'il y a quelque chose d'humoristique là-dedans, puis tu sais, Oui, absolument. Tu sais, les liners, mon spectacle en humour, c'est... Oui, c'est le sens du punch, la ligne et tout, mais Ouais. tu vois, mon spectacle au bout de ta langue, que j'ai quand même présenté au-dessus de 200 fois en salle, 300 fois dans les écoles, j'imagine que de quoi qui marche, c'est humour et poésie. Donc, moi, j'assume, mais je me considère zéro humoriste. Je veux pas être humoriste, j'ai rien contre les humoristes, mais pour moi, l'humour, c'est vraiment un outil, c'est un moyen, puis oui, d'utiliser la parole, de faire passer un message,
mais même, j'ai envie de dire, de lubrifier le public pour y rentrer de la poésie. Tu sais. Donc, moi, mon spectacle, je fais de l'humour autour de la littérature pour un peu désacraliser la patente, que les gens ils voient qu'on peut s'amuser même en disant du Rimbaud, du Marie-Huguet, peu importe. Mais après, je vais arriver avec un poème des Boisvert que je vais dire très sérieusement, ou de Godin, ou peu importe. Mais il y a des moments, donc c'est humour et poésie, puis l'humour, je sais que je peux l'utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé dans les romans, surtout la trilogie de la Bête, notamment Rameau aussi, mais un peu moins. Mais pour moi, ça demeure quand même des objets d'abord littéraires. Tu sais, j'écris pas des livres humoristiques. J'écris des livres pleins d'humour. Parce que l'humour rend la chose accessible. La Bête, là, la trilogie au complet, c'est au-dessus de 700 pages où je parle de suicide, meurtre, agression sexuelle, pauvreté, c'est l'autre, toutes les problématiques sociales possibles. Et s'il n'y avait pas d'humour, j'en aurais vendu 2 caisses. Et là, on est rendu à 2 ans et demi. Donc, pourquoi? Parce que l'humour rend le truc accessible. Puis il y a des gens qui vont lire juste pour l'humour, mais qui vont se retrouver parfois complètement inconsciemment sensibiliser aussi à une certaine détresse, à une certaine facette de l'humanité, parce que ça demeure réaliste. Tu sais, moi, justement. L'humour réaliste, je pense, en tout cas. Ben justement, dans l'humour réaliste, je voulais lire ce petit bout-là qui m'a beaucoup touché par ce mélange-là. Là. En tout cas, je le lis puis on en jase un peu. On a beau nous rebattre les oreilles avec les concepts de respect et d'écoute. Il y a bien peu d'arguments aussi efficaces qu'un quatuor de jointure pour faire passer un message. Le problème, c'est que c'était une opinion partagée par plusieurs autres jeunes de mon unité. On se distribuait de l'argumentaire pour tout et pour rien. C'était tendu. Je crois qu'on s'aimait bien, même si on se blessait souvent. Les coups de poing, c'est quand même des contacts humains. Moi, là, j'en ai la chair de poule même à le relire. Je suis vraiment content que tu aies choisi cet extrait-là, Pat, parce que c'est une de mes phrases préférées du roman. Les coups de poing, c'est aussi des contacts humains. Puis moi, je le crois profondément, ça. Tu sais. Puis avant, je mets de l'humour, imagine des jeunes de San Jeunesse qui se tapent sa gueule dans l'unité. Tu sais. Puis tu peux le lire comme ça, c'est juste drôle, tu continues le récit. Mais si tu veux, tu t'arrêtes à te le demander. Puis, au sens littéral, c'est un contact humain, mettre ta peau d'en face de quelqu'un d'autre. Il y a un contact physique, mais c'est aussi un contact humain super fort dans ce que tu envoies à l'autre. Puis, on dit parfois la haine n'est jamais loin de l'amour, mais moi, j'ai connu, autant dans ma vie personnelle que professionnelle comme TS, j'ai jamais connu personne qui exprimait de l'agressivité ou de la violence qui n'était pas maladroitement, inadéquatement, dans une recherche d'amour, de reconnaissance, d'appartenance. C'est quand on est au bout de nous-mêmes, de nos capacités, qu'on se met à crier ou à frapper ou à... il peut y avoir quelque chose de pervers, il peut y avoir une recherche de contrôle, mais même le pervers narcissique qui essaie de contrôler par la violence est en train d'essayer de vivre, est en train d'essayer d'être un humain d'une certaine façon. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse chez la bête humaine, c'est sa difficulté, ma difficulté peut-être aussi à être en relation simple et saine, réussir à communiquer, à rentrer en contact avec l'autre. Tu sais, c'est fascinant. Puis que ce soit par la littérature, la psycho ou la socio, on est quand même tous sur le même sujet qui est être en relation les uns avec les autres. Et la relation humaine, ben, ça peut aller jusqu'à la violence physique ou encore, une fois, on est en relation avec l'autre. Ben, tu sais, je t'imagine pas donner des claques à la gueule, là, mais là, tu viens de te commettre. J'ai entendu là-dedans la bribe de l'ouverture au fait que dans ce personnage-là, il y a un peu de toi, il y a un peu de tout le monde, dans le fait. Bon, fait qu'il y a sa ligne d'ouverture pour vendre son podcast, il va mettre ça partout. David Boudreau admet qu'il est une bête violente. Une bête violente. Ah, merci, j'y aurais pas pensé tout seul. Fait que ça va être ça, l'extrait. On est tous à quelque part dans nos textes, mais peut-être, en tout cas, au moins dans nos intérêts, dans nos réflexions. Je pense que les trois, peut-être notre point commun, c'est ça, c'est l'intérêt pour les relations humaines. Puis tu sais, dans le contexte actuel, en plus, là, c'est peut-être pour ça que ça m'a fait réagir autant, c'est que, d'une part, ben, on en parlait, je trouve que dans cet extrait-là, il y a à la fois le drame et l'humour, puis il y a à la fois le reflet
sociale d'une réalité. Tu sais, je rentrerai pas trop là-dedans parce que je veux pas que ce soit un podcast d'actualité là ou de trucs comme ça, mais on le voit l'enflammement là, sur les médias sociaux présentement autour de sujets bien précis, puis la polarité que ça crée, puis la violence des discours entre les gens, puis entre des gens qui des fois se connaissaient comme amis, puis que tout d'un coup, pouf, là, ça éclate. Ben, dans cet extrait-là, moi, j'ai comme eu ce réflexe-là de dire « Hey, Colin, ça se passe entre des gens qui n'ont pas forcément tous les problèmes de ce jeune-là. Là. C'est des gens qui sont vous, qui sont moi, puis qui finissent par éclater. Là, puis avec aussi, j'entends là-dedans cet appel-là d'exister, d'être entendu, de vouloir entrer en contact avec l'autre, mais de façon, des fois, vraiment pas appropriée. Là, tu sais, voilà, il n'y a rien à rajouter là-dessus. Elle a sûrement quelque chose à rajouter, il est plein de réparties. Ouais. Je suis plein de réactions, là. Je rebondirais tout le temps, là. Vous me faites capoter. Ben, vas-y. Mais moi, ça me fait penser à quand j'écris des textes, des fois, que je sais pas trop qu'est-ce que je dis, puis quelques semaines après, je regarde, puis je me dis, ah, tabarnouche, c'était comme ça que je filais à ce moment-là. C'était ça que je vivais à ce moment. C'était encore ça que je vis à ce moment-là, au coudon, c'est donc bien loin tout d'un coup, même si ça fait rien que 2 semaines, tu sais. Puis il y a comme des images, tu sais, qui viennent à l'écrit, tu sais. Est-ce que c'est intéressant parce que ça nous amène à la relecture. Est-ce que David ou Maël, vous faites ça beaucoup, vous relire, puis tu sais, ou laisser ça dormir, puis dire ah ben là je le relis, puis là ouais c'est ça, je découvre des nouvelles choses là sur ce que j'avais écrit. Ah, je suis curieux, David. Vas-y, Maël, juste rebondir ce que tu disais parce que moi je pense que c'est la principale force de la poésie. Le fait qu'on peut être ambigu, qu'on peut être dans l'image et tout, c'est qu'on exprime des choses très clairement sans même les voir nous-mêmes, mais quand on se relie, elles sont claires pour nous. Puis moi, c'est ce que je dis beaucoup dans les ateliers de création. Vous n'êtes même pas obligé de vous comprendre vous-même. Si ce que vous écrivez, ça a du sens, même de façon diffuse, mais que pour vous, c'est ce qui doit être écrit à ce moment-là, c'est correct. Moi, il y a des poèmes que j'ai publiés dans des recueils, puis j'ai compris mon sujet des années plus tard. J'ai compris pourquoi j'écrivais ça, alors que je pensais que je l'écrivais par rapport à une relation en particulier, mais non, c'était par rapport à moi-même, c'était par rapport à une autre relation. Donc, la poésie permet ça, dans l'ambiguïté, dans quelque chose puis on peut l'avoir aussi en prose autrement, mais je pense que ça, c'est intéressant en poésie. Puis justement, moi, j'ai moins tendance à me relire en poésie parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus viscéral. Quand il y a quelque chose qui s'est placé dans le vers puis que je sens que c'est à la bonne place, ben j'y touche moins que dans le roman où là, j'ai l'impression qu'il y a une question de flow et de style et de fluidité plus importante. Ben, je vais travailler plus le roman. Je sais pas, Maël, toi, si tu apprends tes textes par cœur pour la scène, est-ce que tu les retravailles en cours de route? Oui, je me force pour essayer de faire un peu de par cœur là, pour avoir le contact direct avec le public là, le plus possible, là, sans intermédiaire. Mais c'est pas tout le temps facile ou j'ai pas tout le temps le temps et tout, mais j'aime beaucoup écrire puis présenter dans l'instantané, dans ce qui est juste au moment où c'est fait. Puis mes textes sont souvent tous d'une traite. Je sais pas, toi, si il y a des bouts de tes romans ou des bouts de tes textes que tu fais qui sortent juste comme une sorte de gros vomi, là, ou tu sais, de... Ben, j'espère qu'aucune critique va dire ça, mes textes. En tout cas, j'entends le message, mais je te trouvais sympathique jusqu'à il y a quelques secondes. Mais David, non, je sors rarement du gros vomi. Non, mais c'est de la manière, là, tu sais, c'est la manière splash. Je comprends ton idée, mais oui, il y a parfois des espèces de fulgurance. En fait, le terme, ce serait ça. Il y a quelque chose, il y a une fulgurance, tu as besoin d'écrire, il y a quelque chose, il faut qu'il sorte, ou il y a une image que tu mijotes inconsciemment depuis longtemps, puis là, tout à coup, ça se place, puis ça sort, puis là, tu ne retouches plus jamais. Je pense que tout le monde, on vit ça, puis d'autres textes qui vont prendre des années. Je pense que Desjardins qui dit écrit le bon gars sur le coin d'une table en 10 minutes, puis les Yankees, mais ça y a pris des années de réécriture. Il y a aussi une question de c'est quoi le texte. Fait, oui, ça m'arrive d'une façon à l'autre. C'est un amalgame de ça.
Toi aussi, c'est un amalgame de ça un peu de... Oui, ben, surtout dans les romans. Il y a des bouts qui vont super faciles, d'autres moins. Tu vois, là, je suis en train de préparer l'album pour l'automne. Il y a des morceaux qui se sont faits comme quelques heures d'écriture, 2 heures de studio, c'était réglé. Puis il y a des chansons qu'on va reprendre en studio pour la 4e, 5e fois parce qu'il y a des trucs qui accrochent. Il y a des choses qui marchent pas. Puis c'est normal. Puis je pense que c'est là aussi où on doit avoir l'honnêteté comme artiste de retravailler son matériel ou parfois même de le laisser tomber quand ça fonctionne pas. On peut pas être génial tout le temps, t'sais. Puis c'est correct de gosser un texte, une performance, une chanson, de le retravailler jusqu'à ce qu'on soit satisfait parce que il y a une responsabilité envers la personne qui va nous consacrer de son temps, de son attention de l'autre côté. Moi, je suis pas à l'aise avec l'artiste qui s'en fout, puis moi, c'est le même, puis ça fait pas ton affaire, tant pis. Ben non, parce que la relation artistique, c'est une relation quand même. Toi, tu prends le temps de m'écouter, t'intéresser à ce que je fais, donc moi, je vais prendre le temps de travailler pour que tu aies un objet de qualité dans l'œil ou dans l'oreille. Mais je suis curieux aussi de savoir si, en fait, est-ce que tu vois un fil rouge avec ces moments-là qui sortent tout seul ou entre ces moments-là qui demandent beaucoup de travail? Qu'est-ce qu'il y a de commun à ces différents moments-là? Non, pour moi, c'est deux temps de la même respiration. C'est que parfois, il y a des choses qui sont emmagasinées qui sortent facilement, puis parfois, il y a des choses qui sont emmagasinées puis qui demandent qu'on leur ouvre le passage au pic puis à la pioche pour travailler vraiment davantage pour les extraire. Hey, merci, merci David. Puis je vais nous timer un peu. Je vais faire un peu le gardien du temps parce que David, tu dois partir bientôt. Je sais que tu avais quelque chose cet après-midi. Maël aussi, il va se préparer pour son spectacle. Je sais que Maël, tu avais un petit quelque chose à nous présenter. Fait que je te laisserai, c'était une petite surprise, David, pour toi. Oh! Maël, je te laisserai faire ça, puis après, on va rapper ça tranquillement, pas vite, pour voir un peu c'est quoi vos projets là, dans les prochaines semaines. Puis ça va être à peu près ça. Fait que Maël, the mic is yours, comme on dit en bon japonais. Ben, écoute, David, moi, un texte qui m'a beaucoup touché de toi, ou le plus, en fait, c'est « J'en appelle à la poésie ». À un moment, je l'écoutais en boucle, puis le texte que je vais te présenter là, je l'ai écrit en 2 temps. En fait, je l'ai écrit au moment où j'ai découvert ce texte-là, puis j'ai fait « Ah, un appel à la poésie, je réponds ». Et dans un deuxième temps, quand j'ai appris que j'allais faire ce podcast-là puis avoir la chance de te rencontrer. Donc, tu finis ton texte, j'en appelle à la poésie en disant « J'en appelle à la poésie, j'espère que vous me répondrez. » Voici ma réponse, exactement. Excellent. J'en appelle à la poésie, like « What up, dog, it's me ». Inonder tous mes recoins, peinturer des mots de mes mains. Je persiste et signe, si bien je suis digne de mes idéaux, je m'amarre et rime. Inexcelsis Deo, monter à mes cimes, au plus haut des cieux, chemin sinueux. Grimpe tes arbres, descends des rideaux, démarre-toi de marbre, délaisser les kilos, c'en est assez, c'en est trop, si bien j'en appelle à la poésie. De Joey jusqu'à Joyner, Kendrick et puis Logic, Corias aussi loud, Mail sur le crowd, laissez Red on fire, chauffer comme un driver. Si bien c'est mon appel à la poésie, c'est rien mais c'est pas easy, c'est le tien si t'as pas fini, tiens-le bien jusqu'à l'infini, ride it like a Lamborghini. Rep the place plus loin que Neptune, playing aces sous la lune. Je suis pas poker star pour personne parce qu'on peut pas gager l'infortune jusqu'au firmament. So take a photo cosmique de ce moment épique. I'm calling poetry au Parlement sans que ça soit politique, so lentement. Je prends mes clics et claques, des crises sur le Saint-Laurent, dépicte la scène au sens des figurés d'essence. Comme réponse à cette superbe invitation de David Goudreau, je vais slammer pour plus que moi-même et mes mots. Homme sine qua non, comment fais-tu des quorums? Quel est l'équilibrium de Jésus-Christ au dernier baume?
Je connais la toune, comme disait Koji, tes mêmes vieux refrains tristes. Mais veux-tu bien fiche un peu de ton pain miche pour m'apprendre à pêcher? Bélanger sécher mes pleurs, mélanger à fleur de peau de flower, c'est du fire, full et spiraled, fumée foutu, pétri dans le four et fermé à clé. Ça, c'est mon recipe, comme dirait Kendrick Elemo ou Cadavreski. Fouki et Corias en parlent aussi. Mais toi, mon ami, mon collègue et allié, j'en appelle à ta poésie médaillée. Chemin était sinueux, se dessinait au loin, mais si proche en même temps. Tes mots m'aident tellement à marcher le mien. Wow! Wow, Très wow, belle wow, surprise. wow, Merci, Maël. C'était excellent. wow. Merci beaucoup. C'était très, très beau. Puis, écoute, on envoie ça dans l'univers, mais on va partager la scène avec ces deux textes-là bientôt. Surveille mon horaire sur mon site. Puis quand tu vois que tu es dispo dans une ville où je t'invite non seulement à voir le spectacle, mais tu monteras sur scène. On fera une surprise au moment où je fais ce texte-là. Tu viendras me répondre Oh, devant mon public. oh yeah. Quel plaisir. Ouais. Hey, deux Plaisir invitations, là. partagé. Deux Merci invitations, Pat là. aussi d'avoir permis ça. Eh ben écoute, c'est la moindre des choses. C'était magnifique. Puis moi, c'était pas préparé dans le sens où je l'avais pas entendu. Là, je voulais vraiment moi aussi être. Wow, c'était Non, vraiment très, très bon. Sur le fond et sur la forme, j'aime beaucoup la façon de présenter, de placer tes mots. Puis effectivement, on sent l'influence hip-hop, mais avec une belle place pour la poésie dans le texte. Je trouve on sort des codes du hip-hop pour vraiment élargir à quelque chose de poétique et d'un peu plus universel, je le dirais comme ça, dans la déclamation. Puis vraiment, une belle surprise. Merci encore, Maël. Merci. Puis Maël, est-ce que tu présentes ce texte-là ce soir ou... Oui, je le représente, puis c'est Okay. ça qui est symbolique aussi, c'est qu'il y a 1 an exactement, c'était la première édition de Slam ton pirate, puis j'ai présenté ce texte-là, puis là, je le représente à la personne. La version améliorée. Là, je l'ai même complété, tu sais. Fait que, oui, je présente ça à soir, puis... C'est super. OK, ben écoute, Maël, toi, ce soir, tu as un spectacle. David, je sais que tu avais un rendez-vous. David, avant de partir, je voulais juste dire aux gens que sous la vidéo, je vais mettre des liens. Donc, Maël, si tu as des liens en particulier que tu veux que je partage, tu m'envoies ça dès que tu peux. David, on va partager particulièrement le lien de Ta mort à moi, qui est ton dernier roman. Veux-tu nous en glisser un petit mot? Ben, qui est justement un roman qui est une espèce d'hommage à la littérature. Moi, j'ai l'impression que c'est la version romanesque de mon texte, j'en appelle à la poésie, c'est-à-dire que c'est un roman avec plein de clins d'œil à tous les auteurs, les autrices qui m'ont marqué, québécois, français. Donc, on a une espèce de récit déconstruit. Moi, je voulais faire quelque chose de complexe sans être compliqué. Je voulais rebondir avec quelque chose de nouveau après la bête. Puis l'accueil est super bon, finaliste au Prix France Québec. Puis là, il va sortir en France le 27 août aux éditions Pélépré. Donc, les gens qui sont curieux de voir ce que je fais au niveau du roman, je pense que Ta mort à moi, c'est une belle porte d'entrée aussi. Puis sinon, ben, je vais reprendre la route bientôt pour terminer la tournée Au bout de ta langue. Et si vous tombez sur la bonne date, ben, vous aurez le duo avec Maël. Ben donc, oui. Sinon, collectionnez-les toutes, mais à chaque spectacle, jusqu'à temps que vous ayez les deux sur scène. Donc, Maël et David sur scène, puis Maël en 2021 à Saint-Venant. Oui. En 2021 à Saint-Venant, puis ça, c'est tout près de chez moi, Maël, fait que je vais être là, c'est certain. Puis j'étais là il y a 2 ans aussi. Là. On se verra en vivant, les trois. C'est ça serait vraiment magique. Ça serait vraiment le fun. Mais écoutez, un gros merci. Moi, je vais en profiter pour faire ma propre plug, dire aux gens que ce projet-là, ça m'anime énormément, puis que je trouve que ça a été une rencontre vraiment magnifique. Tout à l'heure, David, à la pause, me faisait en joke que ça sera le temps à la pause de faire ta pub de banque, tu sais, mais j'en ai pas de sponsor. Fait que c'est vous autres les sponsors. Les gens qui veulent m'encourager, ils peuvent passer par Patreon. Le site Patreon, je vais mettre le lien, là. C'est 3$ par mois pour l'audio,
5 pour la vidéo. Fait que, tu sais, je veux dire, pour 4 épisodes, c'est quand même pas faramineux. C'est une façon pour moi de me permettre de poursuivre ce projet-là qui m'anime beaucoup. Sinon, vous allez l'avoir gratuitement sur toutes les autres plateformes. Donc, vous avez le choix, là, c'est pas une obligation, mais c'est vraiment apprécié pour les gens qui s'abonnent. Fait que voilà, c'était ma petite plug. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin d'été, puis surtout de l'art vivant. Hein. J'entends ça, là, que c'est vraiment en train de tranquillement, pas vite se remettre en place. Donc, je vous souhaite le meilleur, les gars. Merci beaucoup pour votre générosité. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci, Maël. Merci, Pat. Merci beaucoup. OK, à bientôt. Bye-bye. Bye-bye.